Messieurs, vous avez récemment fait un test de dépistage du cancer de la prostate ou vous pensez à le faire? En matière de cancer, vous gagnez à vous informer pour bien comprendre la situation. Regardons-y de plus près. Votre prostate est constituée de milliers de cellules. Un cancer de la prostate se développe lorsque des cellules normales se transforment et se multiplient de façon anarchique pour former une masse appelée tumeur maligne. Si vos résultats de dépistage sèment le doute, vous serez dirigé vers un urologue. Votre urologue voudra sans doute investiguer en pratiquant une biopsie, une courte intervention sous anesthésie locale. Il prélèvera des échantillons qui seront ensuite examinés au microscope. La biopsie précise l'agressivité des cellules cancéreuses selon une échelle appelée score de Gleason. Ce score est établi en fonction du pourcentage des échantillons touchés, de leur grade et du risque de progression du cancer. Selon les résultats, d'autres examens pourraient être nécessaires pour vérifier si le cancer s'est étendu à d'autres organes. Le stade du cancer, quant à lui, est établi en fonction de la taille de la tumeur et de sa propagation. Si la tumeur se trouve uniquement dans la prostate, on parle alors d'un cancer de la prostate localisé, de stade 1 ou 2. Un cancer de la prostate localement avancé, ou de stade 3, désigne un cancer qui a commencé à s'étendre au-delà de la prostate. Le cancer métastatique, ou de stade 4, indique un cancer qui s'est propagé ailleurs dans le corps, le plus souvent dans les ganglions lymphatiques et les os. Selon l'endroit où se trouve votre cancer, la vitesse à laquelle il se développe, votre âge et votre santé en général, vous pourriez être surveillé activement ou recevoir un traitement. Les principales options pour un cancer localisé ou localement avancé comprennent la chirurgie radicale de votre prostate ou la radiothérapie, en association ou non avec l'hormonothérapie. Ces traitements peuvent avoir des conséquences sur les fonctions urinaires, érectiles ou intestinales. Le risque et la durée de ces effets secondaires varient d'un homme à l'autre. Ils peuvent disparaître avec le temps ou être traités. Plus rarement, si le cancer s'est propagé vers d'autres régions du corps, une hormonothérapie standard et de nouvelle génération ou une chimiothérapie peuvent être offertes. Après un diagnostic de cancer, vous serez suivi par un spécialiste, comme un urologue, un radio-oncologue ou un oncologue, pendant plusieurs années. Votre taux d'APS sera mesuré de façon périodique, par une prise de sang, pour juger de la réponse du cancer au traitement. Si vous êtes atteint d'un cancer, vous gagnez à en apprendre le plus possible sur le type de cancer et sur les traitements, y compris les effets secondaires potentiels. Gardez en tête qu'un cancer détecté tôt peut souvent être guéri, ou du moins être contrôlé à long terme. Vous avez des inquiétudes ou des questions? Nous sommes là pour vous. Procure remercie les spécialistes, infirmières et patients pour leur aide dans la réalisation de cette capsule. Bonsoir, bienvenue à Procure en parle. Ici Winston McQuaid, je suis porte-parole de Procure depuis une quinzaine d'années maintenant et je suis aussi votre maître de cérémonie pour ces webinaires au nombre de 4 pendant le mois de septembre, qui est considéré comme le mois de la sensibilisation au cancer de la prostate. Eh bien, comme l'information est le premier remède au cancer de la prostate, c'est avec plaisir que nous vous présentons le 3e de 4 webinaires hebdomadaires. Et aujourd'hui, nous allons aborder ensemble nouveau diagnostic, comment choisir un traitement, avec le docteur Vincent Trudeau, qui est urologue au Centre affilié universitaire régional de Trois-Rivières. Et nous aurons droit à une présentation par notre spécialiste suivie d'une période de questions. Parlant de questions, merci pour celles reçues à l'avance à info@procure.ca. Sinon, vous pouvez les soumettre en utilisant le bouton QA qui est au bas de l'écran et elles seront lues au cours de la période de questions. Avant de débuter, nous tenons à remercier tous nos donateurs du fond du cœur, mais également le présentateur officiel de ce webinaire, Industriel Alliance, et aussi nos partenaires Astellas et Bayer, des laboratoires très impliqués dans le traitement du cancer de la prostate avancé. Alors, si vous voulez bien, avant de débuter, on a remercié dans un premier temps nos commanditaires, notre commanditaire personnel. Alors,
J'aimerais ici remercier le docteur Trudeau d'avoir accepté notre invitation et sans plus tarder, je vous cède la parole, docteur Trudeau. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Donc, le but aujourd'hui, c'est d'essayer de regarder avec vous pour vous informer, sans être un cours magistral, mais vous donner un aperçu de tout ça. Et je voulais remercier Procure de pouvoir me donner la chance d'utiliser ça comme médium pour pouvoir jaser un petit peu du cancer de la prostate. Et comme on l'a dit aujourd'hui, on va regarder le diagnostic et le traitement. Donc, on va regarder rapidement comment on diagnostique le dépistage et le diagnostic, mais vraiment, le plus important pour ce soir, ça va être de regarder la différence entre les différents traitements pour le cancer qui est localisé. Puis on va parler de la surveillance, de la chirurgie et les différents types de radiothérapie. Après ça, on aura la chance de répondre à vos questions, comme M. Oka disait tantôt. Donc, le dépistage. L'Association canadienne, il y a eu beaucoup de débats là, dans les médias traditionnels, mais ce qu'on sait, c'est que le dépistage, la prostate doit être offerte aux hommes si l'espérance de vie dépasse 10 ans. Puis la décision de procéder ou non à ce dépistage-là dépend aussi d'une décision avec votre médecin généraliste ou votre médecin de famille. Ce qu'on sait, c'est qu'on suggère de débuter le dépistage du cancer de la prostate à 50 ans chez la plupart des hommes, versus à 45 ans si quelqu'un a des antécédents familiaux, un père, un frère, un oncle, etc. Ou si ils sont d'origine afro-américaine, qui c'est un facteur de risque pour le cancer de la prostate. On suggère d'arrêter le dépistage vers l'âge de 70 ans, ou on peut même l'arrêter un peu plus tôt, l'âge de 60 ans, si l'APS est très bas, et évidemment si l'espérance de vie est en bas de 10 ans. Puis la raison pour ça, puis on va le voir tantôt, c'est que la plupart des cancers de la prostate prennent beaucoup de temps à se développer et à causer des complications. Donc, de traiter un cancer de la prostate tant qu'on a une espérance de vie de moins de 10 ans, ça ne vaut pas la peine la plupart du temps, sauf dans des cas plus avancés. Donc, c'est pour ça qu'on ne cherche pas nécessairement à les trouver et à causer du stress pour le patient et sa famille. Donc, le bon dépistage, ça prend la prise de sang d'APS et un toucher rectal. S'il y a une anormalité, on pousse l'investigation. Il y a plusieurs choses qui peuvent augmenter l'APS, l'inflammation, l'infection, des fausses valeurs. Donc, souvent, votre médecin, si vous avez une prise de sang pour l'APS qui est augmentée, va souvent suggérer de le recontrôler pour s'assurer que c'est bien une vraie valeur et qu'il n'y avait pas d'autres raisons pourquoi c'est augmenté. Mais si on voit que cette augmentation persiste sur 2 prises de sang et qu'il n'y a pas d'infection ou de problématique au niveau urinaire particulière, on va demander d'être vu par un urologue. Fait que nous, de notre côté, quand les patients viennent nous voir, il y a différentes options pour pousser le dépistage et l'investigation. Le nerf de la guerre, c'est vraiment la biopsie de la prostate, qu'on va parler un petit peu. Chez certains patients qui ont des prises de sang qui sont un petit peu limites, mais qui ne sont pas très élevées, on peut offrir un suivi. Et de plus en plus, on voit que la résonance magnétique a une place dans le diagnostic du cancer de la prostate, mais ce n'est pas le but ce soir d'en jaser. Donc, comment on fonctionne, dans le fond, avec la biopsie? On va prendre des prélèvements de la prostate, un peu comme on a vu dans la capsule. Ces prélèvements-là vont nous donner le type de cancer de la prostate. Et comme je disais tantôt, la résonance magnétique peut être utilisée aussi autour de la biopsie, mais c'est vraiment la biopsie qui nous permet d'avoir le type de cancer de la prostate. Puis on va y revenir tantôt, mais très important, si un homme est atteint du cancer de la prostate, ça ne veut pas dire qu'il va être traité. Là. De plus en plus, on fait de la surveillance, puis on va y revenir tantôt. Fait que la biopsie, c'est une procédure locale qui est souvent faite à la clinique externe. On donne des antibiotiques, une analgésie locale. On peut souvent faire une anesthésie locale à la prostate. On rentre une petite sonde d'échographie au niveau du rectum, puis on fait des prélèvements. Je vous dirais que c'est inconfortable, mais ça fait pas mal. Puis la plupart des patients tolèrent très, très bien cette investigation-là. Ça, on va passer ici. Donc, les complications un petit peu pour la biopsie, il peut y avoir quelques douleurs, des fois un petit peu de sang dans les urines, dans les selles pour quelques jours, dans l'éjaculat pour quelques semaines. Le risque, je vous dirais, c'est l'infection urinaire qui peut se présenter dans 3-4 % même si on donne des antibiotiques, mais ça se traite très, très bien. Donc, maintenant qu'on a fait la biopsie, il faut se demander c'est quoi le type de cancer et le stade.
Donc, le score de Gleason, on va le regarder. On n'a pas besoin de comprendre comment on a du score, mais il faut comprendre un petit peu c'est quoi, parce que ça va nous aider à vous conseiller sur le type de traitement en classifiant le cancer qui existe. Donc, en gros, le score de Gleason, c'est un score, il y a deux façons de le mentionner. C'est un score qui part de 6 et qui va jusqu'à 10. 6 étant le plus, entre guillemets, moins gentil, plus gentil, puis 10 étant le moins gentil, le plus agressif. Il y a un nouveau score de groupe qui a été refait pour pas, parce que les patients, des fois, on disait 6 sur 10, même si c'est un cancer qui est de bas risque, se trouvaient quand même un peu inquiets. Donc, une nouvelle recommandation qui a fait qu'on devrait l'appeler peut-être sur une catégorie de 1 à 5. Donc, 1 étant le moins agressif et 5 étant le plus agressif. Donc, on voit que plus le chiffre est haut, plus le risque de progression de ce cancer-là est élevé. Fait que ça, cette valeur-là, c'est le pathologiste qui va nous le dire à la biopsie. Ensuite, nous, à l'examen physique ou des fois à la résonance magnétique, on est capable de savoir la tumeur, le cancer, est-ce qu'il est localisé juste à la prostate? Est-ce qu'il est juste d'un côté, deux côtés? Si le toucher de la prostate est anormal. Puis ça va nous donner une idée aussi pour classifier ce cancer-là. Donc après, ça c'est vraiment le nerf de la guerre pour vraiment bien classifier les cancers de la prostate. On va mettre les trois choses ensemble. Puis moi, quand j'annonce malheureusement un cancer de la prostate aux patients, on prend bien le temps de regarder chacun de ces trois catégories-là pour vraiment leur montrer où on est placé dans cette catégorie de risque. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde le stade, le taux d'APS et le score de Gleason. Fait que quelqu'un qui, par exemple, qui a un toucher rectal normal, qui a un APS en bas de 10 puis un Gleason 6, a un cancer de faible risque. Mais quelqu'un qui aurait un toucher rectal normal, un Gleason 6, mais un APS à 20, mais là, on va changer de catégorie de risque de progression. Donc, dès qu'il y a une chose qui dépasse une catégorie, on va monter de catégorie. Puis pourquoi c'est important? C'est qu'on va le voir pour votre choix de traitement que vous allez discuter avec votre urologue ou votre radio-oncologue. C'est vraiment, ce choix de traitement-là est vraiment fait selon le type de cancer que vous avez en termes de catégorie de risque. Une fois qu'on a regardé le risque de ce cancer-là, on peut des fois demander un scanner pour voir s'il n'y a pas de cancer à l'extérieur de la prostate et aussi une scintigraphie osseuse et rarement une résonance magnétique. La scintigraphie osseuse, c'est pour voir s'il y a du cancer qui est allé dans les os. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une bonne partie des patients qui n'ont pas besoin de bilan d'extension. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils n'ont pas besoin de scan ou de scintigraphie osseuse parce que le cancer n'est pas sorti de la prostate. On n'a même pas besoin de vérifier, on le sait qu'il n'est pas sorti de la prostate. Et des fois, ça surprend les patients parce que dans plusieurs cancers, on vérifie toujours. Mais dans un cancer de faible risque ou de risque intermédiaire, dans certains cas, on n'a pas besoin de le faire. Donc, ne soyez pas surpris si un jour quelqu'un, on diagnostique un cancer de la prostate, puis des fois, on ne demande pas de bilan pour voir s'il n'y a rien ailleurs. Et ça, c'est assez classique. Fait que maintenant, on a regardé ça, on a notre catégorie de risque, donc on peut savoir où on se situe par rapport au risque de progression. Puis après, on va discuter davantage des options de traitement. C'est vraiment le sujet de ce soir. Donc, les options de traitement. Si on a un cancer à faible risque, je vous rappelle, un toucher de la prostate normale, un APS en bas de 10 et principalement du Gleason 6, le traitement standard et le plus recommandé par toutes les sociétés savantes, c'est la surveillance active. Puis il y a des critères aussi qu'on peut regarder si un cancer est à très faible risque et ça renforce encore plus la nécessité de faire la surveillance active. Puis on va regarder c'est quoi après. Les autres options, si on ne veut pas aller vers la surveillance, ce serait de faire la chirurgie, qui est la prostatectomie, ou la radiothérapie, qui sont des rayons pour brûler le cancer, qui peuvent être donnés par deux façons, soit la curithérapie, qui est de donner des implants dans la prostate, ou sinon donner la radiothérapie externe, qui est sorte de fond de brûler la prostate de l'extérieur. Mais dans tous les cas, un cancer à faible risque, le but, c'est soit de surveiller, mais c'est toujours à une visée curative ou de surveiller
pour qu'il n'y ait aucun préjudice pour le patient. Dans un cas de risque intermédiaire, on va plus aller vers la prostatectomie radicale ou la radiothérapie. Donc, la prostatectomie radicale seule, ou des fois, on enlève les ganglions aussi, on en rejoindra tantôt. Et sinon, la radiothérapie peut être faite de différentes façons. Soit la radiothérapie seule, des fois avec un ajout de curie-thérapie, et des fois, on ajoute une hormonothérapie dans certains cas. L'hormonothérapie, il va y avoir un autre webinaire là-dessus, mais en fait, on coupe la testostérone, qui sont comme les vivres au cancer. On donne ça pour une courte durée avec les traitements pour augmenter l'efficacité du traitement de radiothérapie. Dans certains cas de risque intermédiaire, de bons risques intermédiaires ou de favorables, dans certains cas très sélectionnés, on peut opter pour une surveillance active, mais ça dépasse un peu le cadre d'aujourd'hui. Il faut se rappeler que la surveillance, c'est surtout pour les bas risques. Encore une fois, à risque intermédiaire, c'est à visée curative, ces traitements-là. À haut risque, on n'a pas de surveillance, c'est vraiment prostatectomie radicale ou radiothérapie avec de l'hormonothérapie ou avec la curie-thérapie en plus. Le but d'ajouter de la curie-thérapie, c'est qu'on peut diminuer le nombre de traitements de radiothérapie. On regardera ça tantôt. Lorsqu'un cancer est métastatique, ça veut dire qu'on voyait qu'il était à haut risque, on fait un scan ou une scintigraphie osseuse, puis on voit que le cancer est sorti à l'extérieur de la prostate, soit dans les ganglions, dans les os. Le but visé, ça va être de contrôler la maladie. On ne pourra pas guérir la maladie, mais on pourra la contrôler de façon significative pour de nombreuses années. Donc, l'hormonothérapie, c'est de couper les vives au cancer, donc de couper la testostérone pour que le cancer soit attaqué. Puis, en plus de ça, on va rajouter parfois de l'hormonothérapie de nouvelle génération qui sont des comprimés par la bouche, des fois de la chimiothérapie et des fois de la radiothérapie sur la prostate ou sur les métastases. Ce n'est pas le but aujourd'hui, mais on voulait quand même en parler. Fait que vous voyez le shift un peu entre le faible risque, intermédiaire ou à risque. La visée du traitement, c'est de guérir le cancer de la prostate. Tandis que lorsque le cancer est malheureusement sorti de la prostate, ce n'est plus le cas. Bien évidemment, les taux de succès vont être meilleurs plus que le cancer est à faible risque. Fait qu'un faible risque, un risque intermédiaire a des meilleurs taux de succès au traitement, même si on donne le même traitement, évidemment, que si on a un cancer qui est à haut risque. Donc, souvent, quand on regarde, on a un diagnostic positif, pour mes patients, c'est souvent l'image qu'on voit dans les films, des choses comme ça, qu'on ne voit plus rien puis qu'on n'entend plus rien. Des fois, on le voit littéralement lorsqu'on annonce malheureusement un cancer. Fait que je pense que c'est très important de prendre le temps pour vous, de regarder les différentes options qu'on a devant vous, puis de prendre le temps de réfléchir, puis pas de tout faire ça d'un coup puis se garrocher. C'est très rare qu'un cancer de la prostate, c'est une urgence. T'sais, dans des très rares cas de métastases et des affaires de même, il faut faire quelque chose vite. Mais vous avez le temps de prendre une semaine ou deux, même des fois plus, pour réfléchir, parler, revenir, poser des questions. Fait que ça, je vais le renforcer tout au long de la présentation. C'est important de prendre le temps. Donc, comment choisir le traitement? Ça va être selon votre âge, l'état de santé, évidemment votre espérance de vie, le type de cancer, puis vos valeurs. Puis comme je disais tantôt, plus qu'il est détecté tôt, plus qu'il y a des meilleurs succès de guérison. Puis sinon, s'il est plus avancé, mais il est métastatique, c'est contrôlable sur une longue période de temps. Donc, si on voit un peu plus sur les traitements, si on regarde les traitements du cancer localisé, si on les détaille un petit peu plus, parce que c'est ça que vous allez avoir à faire si vous avez un cancer de la prostate. L'observation, je vais parler rapidement de deux types d'observations, puis on va surtout parler de la surveillance active par la suite. Donc, on appelle en anglais, ça s'appelle du watchful waiting, donc l'observation attentive. C'est pour des patients âgés avec des problèmes de santé, qui ont des comorbidités importantes, espérance de vie inférieure à 10 ans. Fait que ces patients-là, on va les monitorer sans les traiter, puis on va traiter s'il y a des complications. Par exemple, un monsieur de 85 ans, très malade, on pense qu'il y a un cancer de la prostate, on va le suivre, puis si un jour il développe des métastases, bien, on pourra le traiter avec l'hormonothérapie. Comme ça, s'il ne développe rien, on ne l'a pas dérangé.
Puis s'il développe quelque chose, on peut le suivre. Mais le but de ça, c'est pas de traiter ou de guérir ce cancer-là, c'est vraiment de le surveiller pour être sûr qu'il n'arrive pas de complications sévères. Ça, c'est pas ce qu'on parle aujourd'hui. C'est pas pour un cancer localisé d'un homme en santé avec une espérance de vie de plus de 10 ans. La surveillance active, c'est de suivre très près un cancer à bas risque. Puis si un jour, et on voit qu'il grossit, bien, on peut d'emblée donner un traitement avec un taux de succès qui est équivalent à si on l'avait traité au début. Donc, la surveillance active, comme je dis, c'est surtout pour les cancers à faible ou à très faible risque, des cancers qui ont un faible risque de progression. Fait que c'est quoi l'avantage de prendre la surveillance active? Premièrement, on peut retarder les traitements ou même les éviter, parce que s'il n'y a jamais de progression, quelqu'un peut vivre très longtemps, même toute sa vie, sans avoir de progression au niveau du cancer de la prostate, puis donc jamais avoir de traitement ni aucune complication. Puis pourquoi on veut faire ça? C'est qu'on va le voir tantôt, le cancer de la prostate, les traitements, ce n'est pas sans effet secondaire. On va avoir des effets secondaires qu'on va détailler sur la sexualité, sur la continence. Fait que si on est capable de les éviter, ces effets secondaires-là, ou du moins les reporter, si un jour on a besoin d'un traitement, mais ça nous donne une meilleure qualité de vie. Par exemple, si j'ai un monsieur de 55 ans qui a un cancer de bas risque, puis je le suis pour 10 ans, puis finalement son cancer décide de se réveiller à 65 ans, bien, on peut le traiter à ce moment-là. Puis si malheureusement il développe une dysfonction érectile, disons que le monsieur il va être bien content d'avoir eu 10 ans de plus d'érections qui sont de meilleure qualité. Puis on va le voir tantôt, il n'y a pas de risque d'attendre sur ce cancer-là parce que le cancer a un très faible risque de progression. Puis surtout, le plus important, c'est d'éviter le surtraitement. Avant, il y a plusieurs années, on traitait tous les cancers de la prostate. Puis les cancers à faible risque ou à très faible risque, on ne change pas la vie des patients en les traitant. Donc ça, c'est vraiment important. Les inconvénients, c'est sûr que la surveillance, c'est actif. Donc, on fait des suivis réguliers de prise de sang aux 3 à 6 mois. On fait des rectales aux 6 à 12 mois. Il faut répéter des biopsies, souvent dans la première année après le diagnostic, pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé, qu'on n'a pas manqué un cancer qui est un peu plus agressif. Sinon, on va faire des biopsies sériées à tous les 1, 2, 3, 4, 5 ans, dépendant de votre âge et du type de cancer. Des fois, on peut aussi rajouter des résonances magnétiques. L'autre inconvénient, fait que ça, c'est sûr que c'est quand même quelque chose qu'il faut falloir continuer à faire un suivi, une surveillance. Puis s'il y a progression, il y a quand même une décision de traitement à prendre. Puis les risques, c'est vraiment l'obligation de respecter le calendrier de suivi parce qu'on ne veut pas manquer la fenêtre si on a une progression pour ne pas perdre la chance de guérir. Puis je vais le répéter, je ne le répéterai jamais assez, c'est la même chance de guérison si on attend la progression avant de traiter. Encore une fois, mon monsieur de 55 ans, si j'y enlève la prostate en prostatectomie radicale à 55 ans pour un cancer de bas risque, ou j'attends que le cancer soit un petit peu plus avancé, qui n'est pas avancé, mais qui a légèrement progressé, puis je l'opère à 65 ans, dans le cadre d'une surveillance active, le taux de succès à la chirurgie est le même. On ne va pas parler de beaucoup d'études, mais juste vous montrer à quel point c'est sécuritaire. Il y a une série d'un des plus grands centres aux États-Unis qui ont suivi 1800 hommes de cancer de la prostate très bas risque et bas risque. Et à 15 ans, les patients étaient toujours en vie à 99,9 %. Puis il y avait un patient sur 2 des 1800 qui était traité. La moitié parce que le patient était tanné de faire les suivis ou l'anxiété du patient. Puis l'autre parce qu'il y avait une progression. Puis on regardait si on les avait opérés au début ou si on les opère plus tard, et il n'y a pas de différence de récidive ou de survie. Donc, une dernière fois, je vous l'ai dit, il n'y a pas de détriment d'attendre pour être traité si on est sur surveillance active dans un cancer à bas risque ou un cancer qui peut être sous surveillance active. Ça veut dire qu'on peut suivre des cancers. Ça ne veut pas dire que si vous avez un cancer intermédiaire qui est un peu plus agressif, je ne suis pas en train de vous dire que tous les cancers de la prostate peuvent être suivis, mais c'est très important de comprendre qu'on peut vivre avec un cancer de la prostate de bas risque et certains risques intermédiaires sans avoir de complications. Ensuite, si on n'est pas dans un cancer à faible risque ou que dans certains cas, on doit traiter, on peut aller vers la chirurgie.
Donc, la chirurgie, qu'est-ce qu'on fait? C'est on enlève la prostate complètement. La prostate, c'est une glande qui est retrouvée entre la vessie et l'urètre du pénis. Et dans le fond, après, on reconnecte la vessie avec l'urètre du pénis en chirurgie. Il y a deux façons de faire cette chirurgie-là, soit la chirurgie ouverte. Donc, vous voyez ici, il y a une plaie qui va être faite sous l'ombilic, donc sous le nombril. Puis sinon, par la paroscopie ou le robot, pour vous, ça serait la même chose. Ça veut dire, avec les baguettes, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on a plusieurs trocars, puis on dissèque, on enlève la prostate, puis on la sort par un des trous de trocar. Les avantages de la chirurgie, on peut vraiment avoir une bonne idée de l'étendue du cancer. Donc, une analyse pathologique de la prostate, ça veut dire qu'on l'envoie chez le pathologiste, puis il peut vraiment nous dire la biopsie était-elle représentative. Et aussi, on a une mesure concrète du succès. Donc, l'APS, normalement, il n'y a plus de prostate, ça devrait descendre à 0. Un petit avantage aussi de la chirurgie, c'est que si on a un échec initial à la chirurgie, donc si le cancer n'a pas pu être tout enlevé, ou sinon, s'il y a une récidive du cancer de la prostate, on peut donner de la radiothérapie en plus ou après la chirurgie. Ça, c'est des taux pour vous montrer que post-chirurgie, les taux de succès sont excellents. Mais je vous dirais que ce soir, le but, ce n'est pas de vous dire pour tel type de cancer, c'est quoi le taux de succès. Je pense que c'est parce que c'est très c'est très dépendant de toutes votre APS, votre toucher rectal, votre âge et tout ça, et le score de Gleason. Donc, je pense que le but, ce n'est pas de vous donner des chiffres ou des estimés dépendant de la maladie ou des choses comme ça. C'est vraiment de regarder ça plus général pour choisir un traitement. Les inconvénients, il y a les effets secondaires de la chirurgie qui sont surtout l'incontinence et la dysfonction érectile, puis on va les regarder plus en détail tantôt. Et ça, on regarde plus le traitement. C'est une chirurgie invasive quand même, c'est sous anesthésie générale, qui est une hospitalisation qui peut être de 1 à 3 journées, dépendant des types de méthodes qu'on utilise. Une fois qu'on a fait l'anastomose, donc on a replugué entre la vessie et l'urètre, il faut mettre une sonde urinaire pour quelques jours. On a des plaies à guérir, puis une convalescence de plusieurs semaines. Je dis souvent aux patients, il ne faut pas lever des choses plus hautes que 5 à 10 livres pour plusieurs semaines et éviter certaines activités pour plusieurs semaines. Après ça, complications qui sont reliées à tout type de chirurgie, des hémorragies, des infections, des complications médicales qui sont tout de même assez rares. Je vous dirais peut-être, sauf un peu la transfusion, c'est des complications dans ceux qui sont énumérés ici qui sont assez rares. Surtout que lorsqu'on choisit la chirurgie, c'est parce qu'on est en bonne santé quand même. Fait comme je disais tantôt, ça c'est la vessie, ça c'est l'urètre du pénis. La prostate se retrouve vraiment entre la vessie et l'urètre du pénis, et juste à côté, on a le sphincter. Donc, en chirurgie, il faut aller enlever la prostate en préservant le sphincter. Donc, d'où la raison qu'il pourrait y avoir parfois de l'incontinence, puis on en reparlera tantôt. Pour ce qui est des nerfs érectiles, entre la fascia préprostatique et juste à côté de la prostate, il y a le paquet nerveux des nerfs. Je dis souvent à mes patients, les nerfs pour érectile, c'est comme un Kleenex mouillé sur une orange. Fait qu'en chirurgie, il faut aller tasser ce Kleenex mouillé-là et préserver l'orange sans rentrer dedans. Donc, évidemment, s'il y a un très gros cancer, on ne peut pas préserver les nerfs. Mais si on a un cancer qui est localisé et qui n'est pas de haut risque, on peut préserver des fois les deux côtés, des fois un côté, dépendant du type de cancer à lequel on fait face. La grosse question, c'est est-ce qu'on devrait faire toutes les chirurgies ouvertes, toutes les chirurgies au robot? Il faut savoir que c'est équivalent pour les résultats oncologiques. Donc, le taux de succès du cancer est équivalent entre la chirurgie ouverte ou par robot. C'est équivalent aussi pour tout ce qui est les complications en termes d'incontinence ou de fonction érectile. Donc, toutes les complications et les résultats sont similaires entre les deux. Je vous dirais que le choix le plus important, c'est que le chirurgien en fasse assez, puis qu'il ait une expérience. Donc, qu'il en fasse assez par année aussi. Si quelqu'un fait 1 ou 2 prostatectomies par année, ce n'est pas la même chose que si quelqu'un en fait 10 ou 20. Fait que je vous dirais que le mot d'ordre, un de mes collègues dit souvent que on choisit le chirurgien plus que la méthode qu'il va utiliser pour vous opérer.
Mais il y a quand même des avantages, on ne se cachera pas, à faire une chirurgie par laparoscopie ou par robot. Les patients qui sont par chirurgie ouverte vont rester à l'hôpital 1 à 2 jours. Pour ce qui est de la laparoscopie et robot, on parle d'un séjour qui est des fois juste de nuit. Fait que ça, c'est quand même assez bien. Ça diminue les pertes sanguines et diminue les risques de transfusion. Fait que dans certains cas, ça peut être important. Puis il y a certaines études qui ont montré aussi que plus que c'est moins invasif, moins de douleur, puis la convalescence peut être un petit peu moins longue. Fait que moi, nous, malheureusement, à Trois-Rivières, on n'a pas de robot. Fait que je vous dirais que les patients qui des fois, je leur en jase un petit peu plus, c'est les jeunes patients qui sont actifs, qui ont un travail actif et qui veulent retourner au travail très, très vite. Fait que ça vaut la peine d'en discuter avec eux puis de voir un petit peu où est-ce qu'ils en sont là-dedans. C'est pas très important, mais c'est important, mais on ne passera pas trop de temps là-dessus. On enlève aussi les ganglions, parfois dans la prostatectomie radicale, tant qu'on fait la chirurgie. Ça a un impact parce que des fois, ça peut augmenter les risques de phlébite. Donc, on sélectionne les patients, fait qu'on regarde le risque qu'il y ait du cancer dans les ganglions. Puis si ce risque-là est augmenté, bien, on peut enlever les ganglions en plus. Si on va vers la radiothérapie, comment ça fonctionne? C'est on donne des rayons sur la prostate avec une machine. Fait comment ça fonctionne? Ils planifient, ils regardent un petit peu où est la prostate et comment ils vont donner la dose. Ils mettent des marqueurs dans la prostate, donc ils vont injecter des petits marqueurs dans la prostate pour retrouver la prostate avec la machine. C'est des thérapies qui prennent quelques minutes, mais qui sont une séance à l'hôpital de 30, 40, 50 minutes, le temps d'arriver, de se changer, tout ça. C'est une thérapie à tous les jours qui peut aller entre 25 à 40 séances dépendant des types de protocoles. Fait que quand même assez un investissement en temps, mais ça permet, vous rentrez à l'hôpital à 9h, à 10h, c'est fini, on sort. Puis vous n'êtes pas dangereux et vous ne brillez pas dans le noir, vous n'êtes pas radioactif. L'avantage, pas de plaie. Il y a moins de dommages secondaires au nerf érectile immédiat. Le dommage va être pareil à long terme, mais en aigu, ce n'est pas la même chose. C'est indolore. Comme je vous dis, c'est quelques minutes par traitement. Pas d'hospitalisation, pas d'anesthésie. Puis ça permet de poursuivre les activités quotidiennes. Les inconvénients, évidemment, c'est quand même demandant. Multiples déplacements, des traitements 5 jours par semaine pour 4 à 8 semaines. On a petit désavantage, on ne peut pas vraiment connaître l'étendue du cancer. Là. Je vous dirais que ce n'est pas un argument massue, mais on voit quand même, on n'est pas capable de voir le stade complet comme on l'a en chirurgie. Le petit avantage qu'on avait à la chirurgie, c'est que s'il y avait une récidive localisée, on pouvait donner de la radiothérapie. Malheureusement, s'il y a une récidive après la radiothérapie au niveau local, c'est très rare qu'on peut donner un traitement de chirurgie parce que les complications sont assez importantes. Mais les taux de succès entre la radiothérapie et la chirurgie sont pas mal au nez à nez dans pas mal toutes les études, sauf ce petit avantage-là, des fois qu'on peut combiner les traitements, mais ce n'est pas des différences qui sont significatives. Si une récidive, on a des traitements supplémentaires comme l'hormonothérapie et les autres traitements. La curithérapie, c'est au lieu de le donner par rayon, ce qu'on fait, c'est qu'on va injecter des petits grains pour envoyer la curithérapie à long terme. Donc, ces grains-là vont envoyer de la radiothérapie à moyen ou long terme. Il faut avoir des précautions avec les femmes enceintes, les enfants et les voyages. À haut débit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des implants, on va donner une grosse dose, puis on va enlever les implants. Ça, c'est une chirurgie qu'on fait d'un jour. Pourquoi on donnerait ça? C'est que souvent, ça nous permet des fois de réduire le nombre de séances de radiothérapie externe. Puisqu'on va mettre des grains partout dans la prostate, il faut que la prostate ait une taille raisonnable et qu'on soit capable de bien uriner pour que l'inflammation ait des problématiques à ce niveau-là. Puis c'est quand même une petite chirurgie d'un jour, donc il faut qu'on soit éligible pour avoir une anesthésie. À bas débit, donc c'est de mettre les grains, puis après, ces grains-là vont rester. C'est une seule séance, moins de dommages immédiats aux tissus voisins, aux nerfs. Récupération évidemment plus rapide que la chirurgie. Ça permet de poursuivre vos activités une fois guéri après quelques jours. Puis la continence, c'est rare. La haut débit, c'est pas mal la même chose, mais ce qui est le plus intéressant, c'est que ça permet de donner moins de séances de radiothérapie externe. Il faut comprendre que si on décide, le premier choix, ça va être de choisir entre la chirurgie et la radiothérapie. Et après ça, si vous choisissez plus la radiothérapie, le radio-oncologue va pouvoir vraiment bien
détailler la différence entre les différents traitements. Puis, ce n'est pas le but de ce soir, mais ce n'est pas tous les cancers intermédiaires qui ont le droit de la curithérapie et vice-versa. Donc, il faut vraiment que ce soit des cas qui sont sélectionnés par le radio-oncologue. La curithérapie, c'est un peu comme la radiothérapie. On ne peut pas voir l'étendue du cancer. Il peut y avoir de l'inflammation et des symptômes urinaires comme avec la radiothérapie. Donc, si on regarde, on remet tous nos traitements. Donc, l'avantage de la surveillance, retarder les traitements, éviter les effets secondaires, mais on a un suivi nécessaire à faire sur le moyen long terme pour s'assurer qu'il n'y a pas de progression. Et ça, c'est pour les cancers à bas risque. Sinon, on a la chirurgie, on établit le stade, on a une option de radiothérapie si ça revient après. Les avantages, c'est sûr que c'est plus invasif. On a une convalescence, on porte une sonde, puis il y a des petits risques d'incontinence. Mais des risques d'incontinence et de dysfonction érectile. Pour la radiothérapie, c'est indolore, on évite la chirurgie, c'est non invasif, c'est rare l'incontinence. Puis la dysfonction érectile, au lieu d'arriver tout de suite comme après la chirurgie, c'est graduel. Mais il y a quand même des effets sur la fonction érectile et des effets gastro-intestinaux et génito-urinaires qu'on va jaser. C'est un peu la même chose pour la curithérapie. On va s'attarder plus aux effets secondaires fonctionnels. Parce que oui, il y a des complications qui peuvent arriver pendant la chirurgie, mais une fois que c'est réglé, qu'on a fini notre convalescence, puis qu'on est 1 an plus tard à la chirurgie, les impacts que vous allez avoir, c'est des impacts du traitement s'il y a une complication. Fait que ça, c'est important de bien comprendre ça, parce que c'est avec ça qu'on va vivre toute notre vie. Donc, ce qu'on sait, c'est que tant qu'on enlève la prostate, comme j'avais montré tantôt, c'est proche du sphincter. Donc, il y a une incontinence urinaire chez pas mal la majorité des patients qui est transitoire. Au début, lorsqu'on enlève la sonde, ils peuvent perdre les urines et rapidement, les patients vont retrouver leur continence. Il y a des gens que ça va être un petit peu plus long à retrouver leur continence. On va leur faire des exercices ou de la physiothérapie. L'incontinence totale de tout perdre les urines, c'est très, très, très rare. Ce qu'on sait, c'est qu'au bout de 1 an, 90% des patients vont être secs. Ça veut dire qu'ils n'auront plus d'incontinence. Donc, 5 à 15% vont encore de l'incontinence au bout de 12 mois. Donc, c'est une récupération qui se fait surtout dans les premiers mois, mais chez certains patients qui peuvent prendre un petit peu plus de temps. Puis, dans les rares cas, je parlais de 5% qu'on a une incontinence sévère au bout d'1 an, il y a des chirurgies pour soit remettre un sphincter artificiel ou des bandelettes pour traiter cette incontinence-là si c'est nécessaire. C'est quoi les risques? Les principaux risques d'incontinence urinaire, je vous dirais, c'est surtout l'âge, le plus important, et l'étendue du cancer. Si on a un cancer très agressif, mais c'est sûr qu'on va peut-être essayer d'enlever le plus de cancer possible, donc tout enlever la prostate. Et des fois, il y a plus de risques d'incontinence, léger risque d'augmentation d'incontinence selon l'étendue du cancer, mais je vous dirais, c'est surtout l'âge. Plus on est vieux, plus il y a de risques d'incontinence. L'autre chose, c'est la dysfonction érectile. Rapidement, ça varie énormément dans les études, dépendant si on préserve un côté, 2 côtés des nerfs, dépendant de l'âge, dépendant c'est quoi la qualité des érections qu'on a avant la chirurgie, dépendant est-ce qu'on a l'étendue du cancer, on est obligé de prendre très large au niveau autour de la prostate. Fait que tout ça, c'est des facteurs qu'il faut tenir en compte. Mais vite de même, je dis toujours à mes patients, il y a 1 patient sur 2 qui auront des moins bonnes érections. Puis ça peut être un petit peu moins bonne à pas mal moins bonne ou pas d'érection. Ça n'affecte pas la libido, ça n'affecte pas l'orgasme. Puis le retour graduel de la fonction va venir dans les mois, mais il y a des patients qui restent avec une dysfonction érectile qu'on peut traiter avec des médicaments, des injections et des fois des prothèses quand c'est plus important. Je vous dirais que dans les 12 à 18 mois, on va traiter vraiment avec les médicaments si ça arrive. Puis des patients qui récupèrent leur fonction érectile, mais c'est un risque à la chirurgie. Rapidement, sténose du col, donc l'anastomose, donc la couture, si on peut dire, entre la vessie et l'urètre qu'on a faite, elle peut mal guérir dans 5%. Et ça va donner des symptômes urinaires et il va falloir des fois qu'on aille dilater ou inciser ça avec des petites chirurgies. Puis malheureusement, ça a des fois des risques de récidive, mais c'est une complication qui est quand même assez rare. La radiothérapie. À court terme, des effets transitoires, des problèmes de fatigue, problèmes urinaires ou rectaux, donc
Je dis souvent le va-vite, donc des symptômes qui sont irritatifs au niveau de la vessie et du rectum. Il peut y avoir du sang dans les urines, du sang dans les selles. La plupart du temps, au niveau urinaire, 5 à 10 vont avoir des symptômes à plus long terme, mais la plupart, ça va se tasser avec le temps. L'incontinence, c'est assez rare comparé à la chirurgie, mais il peut y avoir des fois des envies pressantes d'aller uriner qui persistent. Puis je vous dirais vite, là, c'est 5 à 10 qui peuvent avoir des symptômes urinaires persistants à long terme. Puis si on a déjà des symptômes urinaires avant, ça peut des fois être un petit peu plus que ça. La dysfonction érectile, c'est à peu près 50 comme la chirurgie, sauf qu'au lieu d'arriver tout de suite après la chirurgie, puis on récupère un peu, mais pas au complet, la radiothérapie, ça va être graduel dans les années. Au bout de 5 ans, quelqu'un qui a une radiothérapie puis une chirurgie, les taux sont pas mal similaires, sauf que c'est un petit peu plus graduel. Puis encore une fois, ça n'affecte pas la libido et l'orgasme. Comme la fonction urinaire, peut avoir la même chose pour la fonction gastro-intestinale, du TNS, qu'on veut dire des envies pressantes, des fausses envies d'aller à la selle, des fois des saignements chroniques, des fois des symptômes plus irritatifs au niveau des intestins qui peuvent être transitoires la plupart du temps, mais encore une fois, 5 à 10 vont avoir des symptômes à long terme dû à ça. Donc, si on remet tout ça, la surveillance, la chirurgie, puis on rajoute un peu ce qu'on vient de dire, ça vous donne une bonne idée du type de complications. Fait que souvent, je dis, oui, il faut choisir son type de traitement, mais il faut aussi choisir son type de complications. Puis, qu'est-ce qu'on veut faire comme. Est-ce qu'on veut-tu régler ça tout de suite avec une convalescence? On dit, regarde, on va prendre un mois et demi, 2 mois, puis on va aller faire de la radiothérapie. Fait qu'il faut tout rentrer ça dans vous, qu'est-ce que vous voulez comme traitement, comment ça va affecter votre horaire, comment ça va affecter votre vie, c'est quoi les risques que pour vous, est-ce que c'est avoir un petit peu d'incontinence, c'est la fin du monde, c'est impossible, oubliez ça, je ne pourrais jamais vivre avec ça. D'autres disent, mais là, si j'ai tout le temps du sang dans les selles ou dans les urines à cause de la radiothérapie, oublie ça. Fait qu'il faut vraiment discuter avec votre chirurgien urologue ou avec le radio-oncologue pour poser les pour et les contre de chacun de ces traitements-là. Puis c'est une zone grise, c'est pas facile. Fait que des fois, chez les patients plus jeunes, on dit, bon, on va aller vers la chirurgie parce que si un jour, il y a une récidive, on va donner de la radiothérapie. Chez les patients qui sont plus vieux, on ne veut pas les soumettre à une chirurgie qui peut être des fois importante. On va plus aller vers la radiothérapie. Mais il y a un paquet de gens là-dedans qui sont dans une zone grise entre les deux traitements. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment une discussion avec votre chirurgien ou votre radio-oncologue. Puis, comme je disais tantôt, c'est vraiment important de prendre le temps. Souvent, moi, comment je fonctionne, puis chaque docteur fonctionne différemment, mais moi, comment je fonctionne souvent, c'est qu'on annonce malheureusement le diagnostic. On commence très sommairement à parler des différentes options. Puis après, je laisse tomber la poussière, prendre le temps de répondre aux questions avec la famille et tout ça. Puis on se re-rencontre pour une deuxième rencontre pour vraiment aller plus en profondeur. Fait que, c'est vraiment une décision qui va avoir des impacts sur toute votre vie. Donc, c'est vraiment important de prendre le temps de réfléchir, poser vos questions, lire si vous voulez lire ou vous informer. Puis Procure, le site de Procure ou la ligne d'appel, c'est vraiment une bonne façon de le faire. De s'informer ou si on a des questions entre-temps, de revoir son neurologue, approfondir quelques sujets. Puis plus qu'on lit, plus qu'on se prépare, bien mieux qu'on va avoir des questions, puis mieux on va comprendre la décision avec notre chirurgien ou notre radio-oncologue. Rapidement, pour conclure, le suivi après la chirurgie, contrôle d'APS, avec à tous les 3 à 6 mois au début, puis après ça, après quelques années, c'est aux années. Des visites avec l'urologue ou le radio-oncologue. On dit un suivi 10 ans, mais souvent, on va suivre après 10 ans aussi. Donc, c'est une relation avec votre chirurgien ou votre radio-oncologue qui va être à long terme. Donc, il faut avoir confiance. Rapidement, si on a une chirurgie, une prostatectomie radicale, l'APS va devenir à 0 et si un jour il remonte, on peut donner de la radiothérapie, il va redescendre. Puis si un jour ça revient, c'est très rarement, mais si ça revient, bien, on a d'autres traitements. La radiothérapie, l'APS ne redescendra pas à 0. On appelle le nadir. L'APS va descendre à, mettons, je dis un chiffre, mettons à 1 ou à 1,5. Il va rester dans les mêmes eaux. Fait que le traitement est aussi bien réussi. Parce que souvent, les gens disent « Ah, mon APS n'est pas à 0 comme avec la chirurgie, mais le traitement a aussi bien réussi. » Ce chiffre-là, c'est votre nouveau chiffre de base. Puis si un jour, il augmente trop, on dit souvent 2 ou 3 après, 2 de plus que le chiffre le plus bas que vous avez eu. Mais là, on parle de récidive, mais que votre APS soit à 1 après la radiothérapie ou à 0 après la chirurgie, c'est la même chose.
S'il y a une hausse d'APS, ce n'est pas une catastrophe, on a d'autres traitements qui sont disponibles, la radiothérapie si on a de la chirurgie ou d'autres traitements par la suite. Donc, en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne traite pas tous les hommes. Je peux encore vous dire, si vous avez un traitement, un cancer à faible risque, il faut vraiment se demander pourquoi on le traiterait. La surveillance active, c'est vraiment le standard de nos jours. Puis on peut guérir un cancer de la prostate localisé s'il est détecté tôt. Comme on a bien mentionné les différences, il y a des conséquences sur les fonctions urinaires, érectiles, intestinales pour chacun des traitements. Puis il y a des stratégies puis des traitements qu'on a s'il arrive ces complications-là pour les traiter puis vous accompagner là-dedans. En conclusion, les traitements, là, on est dans le cancer localisé, mais les traitements pour le cancer avancé aussi, ça change là, de façon exceptionnelle. C'est de plus en plus efficace. On améliore les traitements. Pas tant sur oui, on améliore les nouveaux traitements, on améliore les standards. Je pense que ce qui est incroyable dans la recherche, c'est oui, on augmente la survie, on augmente la qualité de vie, mais on sélectionne aussi de plus en plus les bons patients pour le bon traitement, pour ne pas surtraiter ces patients-là. Fait que tout ça, ça vient de la recherche. Fait que, investir dans la recherche, ça ne fait qu'améliorer la situation. Puis la recherche, dans les 10 dernières années de la cancer de la prostate, ça a été très, très important. Fait que pour le futur et l'avenir, on est très optimiste. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que je n'ai pas trop parlé. Donc, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de répondre. Vous avez été, Dr. Trudeau, très clair. Vous avez été très clair dans vos explications. C'est conçu de façon à ce qu'on comprenne bien non seulement toutes les étapes dans l'apprentissage, dans le pendant et dans le post aussi traitement. Je me rends compte aussi qu'il y a une très grande évolution par rapport aux rencontres et à la qualité de la communication par rapport à il y a plusieurs années de ça déjà. Vraiment, merci beaucoup. Excellente présentation, Dr. Trudeau. On va passer à la période de questions et Marie-Christine va prendre le micro. Faut dire que Marie-Christine, avec ses collègues infirmiers, infirmières, sont là pour répondre à vos questions quand vous avez besoin d'en poser une. Et alors, Marie-Christine, je te cède le micro. Merci beaucoup, Winston, et puis Dr. Trudeau, merci beaucoup pour cette présentation-là. On va débuter tout de suite. On va revenir à la surveillance active parce qu'il y a une préoccupation dont on entend souvent là, sur notre ligne 1855, c'est j'ai 59 ans, j'ai eu un diagnostic, on m'a mis sous surveillance active. Le dilemme que j'ai, c'est que si je suis sous surveillance active pendant 11 ans et que là, mon cancer commence à progresser, j'aurai donc 70 ans. Et là, je serai aux prises avec une décision à prendre pour un traitement, mais je n'aurai peut-être pas la même vivacité. Puis je suis peut-être pas sûre de pouvoir passer à travers un traitement, que ce soit une chirurgie, une radiothérapie, que si j'avais 59 ans. Donc, je suis un petit peu acculée au pied du mur. Qu'est-ce que vous pensez face à ça quand il y a une génération là, qui sépare là, un diagnostic fin cinquantaine puis début soixante-dizaine? C'est une très bonne question. Donc, la surveillance active, ce qu'on sait, c'est qu'on retarde parfois le traitement, puis ça se peut que ce monsieur-là, à 59 ans, n'ait jamais besoin de traitement. Fait que si on aurait décidé de l'opérer ou de donner la radiothérapie à 59 ans, on l'aurait peut-être traité pour rien dans plus de 50% des cas. Ce qu'on sait, c'est que si un jour il progresse, le traitement est aussi efficace que si on l'avait à 59 ans. Le troisième point, c'est que c'est surtout chez ces patients jeunes que la surveillance active est encore plus payante, entre guillemets, parce que, par exemple, la fonction érectile, plus qu'on est jeune, plus la fonction érectile est encore
plus satisfaisante. Donc, de retarder les effets secondaires, des fois, c'est encore plus payant quand on est jeune que quand on est plus vieux. C'est certain que si on attend 10 ou 15 ans plus tard, peut-être que les options de traitement vont être un petit peu moins grandes. Mais on va avoir retardé notre traitement, donc avoir une qualité de vie sans effet secondaire. Puis la radiothérapie, ça peut se donner jusqu'à pas mal plus vieux là, que 70 ans. On donne la radiothérapie en haut de 75 ans dans les patients qui sont très, très en forme. Puis si un jour on a plus de 80 ans, bien, on arrête la surveillance active. Là, on tombe plus dans l'observation que j'avais parlé tantôt. Fait que je pense que c'est important de comprendre que même si, par exemple, on a 59 ans et que 15 ans plus tard, le cancer progresse, bien, la radiothérapie va être encore là pour nous donner un aussi bon taux de succès passé 70 ans que la chirurgie. Fait que je pense que c'est surtout chez ces jeunes-là, on ne veut pas atteindre leur fonction érectile, on veut être sûr qu'il n'y ait pas de problème au niveau gastro-intestinal ou urinaire. Je pense que les jeunes patients, c'est encore plus payant là, d'utiliser la surveillance active. Très bien, merci. Une autre très, très grande préoccupation, surtout en temps de pandémie. 5 mois se sont écoulés depuis ma biopsie. Je suis en attente d'une chirurgie. J'ai un score de 3+4. Ça, ce n'est pas juste un patient. Là. On le voit régulièrement sur notre ligne 1855. Il est localisé. Selon l'urologue, il y aurait malheureusement des échantillons positifs dans les 2 lobes, mais ça fait quand même 5 mois qui sont en attente de la chirurgie. Est-ce que mon cancer peut progresser? Est-ce qu'il peut sortir de ma prostate? Quand est-ce qu'il va y avoir un préjudice là, qui va faire en sorte qu'on passe d'une guérison à un contrôle? C'est une très, très bonne question. C'est une catastrophe, hein, la pandémie pour les patients qui ont le cancer de la prostate. Parce que même si, comme chez ce monsieur-là, le cancer, ce n'est pas une urgence d'opérer, quand c'est notre cancer, oui, c'en est une urgence. C'est notre vie. Là. Je vous dirais que pour les cancers à haut risque, il faut penser à être opéré rapidement. Grosso modo, là, on parle d'environ 3 mois de délai. Dans les cancers qui sont à risque intermédiaire, comme un 3+4, les délais peuvent être plus grands. On peut parler de 6 mois, même des fois plus que ça. Il faut comprendre que certains patients de 3+4 ont déjà été surveillés, puis la progression du cancer ne se fait pas en dedans de 6 mois ou 1 an. Est-ce que ça pourrait arriver dans un cas particulier qui a une progression au bout de 6, 8, 9 mois? C'est très, très rare qu'on va causer un préjudice dans ce laps de temps-là. Je pense que le préjudice va être principalement au niveau émotionnel, puis de le stress, puis l'impact que ça a dans notre vie. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas rester 1 an ou 2 ans avec un cancer de même. Le risque de progression, un jour, il va arriver. Il n'y a pas une ligne définie que dès qu'on a la biopsie, on a tant de temps pour opérer. Mais il faut se dire qu'au bout de 4 ou 5 mois, le risque de progression n'est pas là au point qu'il faut être opéré tout de suite. C'est sûr que dans la vie, on aimerait ça tout opérer les patients avec des cancers intermédiaires dans 3 mois, mais malheureusement, avec la pandémie et l'accès aux soins, ce n'est pas possible. Fait que j'espère que j'ai été clair là, dans le sens que le risque de progression n'est pas assez important pour dire que monsieur-là, à 5 mois, son cancer va progresser, il va avoir préjudice. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas attendre des années. Puis le cancer de la prostate, la raison qu'on traite les cancers intermédiaires, c'est pour éviter des complications qui peuvent arriver quelques années plus tard. Donc, l'urgence n'est pas là d'agir. Il faut vraiment faire la distinction avec les cancers de haut risque. Là, effectivement, il pourrait avoir un préjudice si dans les prochains mois, ce n'est pas opéré. On parle de 3, des fois un petit peu plus que 3, 4, 5 mois pour les cancers à haut risque. Mais encore une fois, c'est une catastrophe. Là. Les patients qui attendent sur les listes d'attente, c'est vraiment pas facile pour le patient et sa famille. C'est une excellente réponse, mais pour compléter votre réponse, quand vous parlez de cancer à haut risque, Dr. Trudeau, vous parlez de quel type de cancer? Avec les patients qui ont des glycines 8, 9, 10, des APS très, très élevés en haut de 20 ou des cancers qui sont avec des glycines qui sont plus élevées. Ces patients-là vont être plus à risque de préjudice si on attend.
Puis les risques de métastase vont être un petit peu plus grands si on attend. On ne peut pas attendre un monsieur qui a un glycine 8 ou un glycine 9 à plusieurs endroits dans la biopsie. On ne peut pas attendre 6 mois, 1 an avant de le traiter. Il peut y avoir un risque de préjudice au niveau métastatique qui n'est pas nécessairement facilement quantifiable, mais qui est là, comparé à quelqu'un qui a un cancer intermédiaire, comme un 3+4 en termes de glycine, avec un APS qui est raisonnable. Le risque de métastase à court et moyen terme est beaucoup moins grand. On veut éviter des complications plus à long terme là, dans les années qui suivent. Merci beaucoup. Autre question, j'ai un cancer localisé, j'ai le choix entre la chirurgie et la radiothérapie. En fait, la question que le patient pose ici, là, c'est lorsqu'il parle à son neurologue pour son choix de traitement, quelle devrait être la question à poser? Est-ce que la question à poser entre ces deux choix de traitement-là, chirurgie et radiothérapie, devrait être quel serait mon risque de récidive entre ces deux choix de traitement-là ou quelle serait ma survie en termes d'années de survie? En d'autres mots, comment on peut les aiguiller? Oui, c'est une très bonne question. Puis pourquoi c'est une discussion avec le patient? C'est parce que ce n'est pas si clair que ça dans plusieurs cas, parce qu'il n'y a pas de réponse unique. Pourquoi on prend le temps de faire un webinaire sur le choix du traitement? C'est parce que ce n'est pas si clair que ça. Parce que si c'était si clair que ça, bien, toi, tu aurais une chirurgie, toi, tu aurais une radiothérapie, ce serait facile d'aiguiller les patients. Fait que ça ne l'est pas facile. Je pense que les trois choses, là, les trois choses à regarder, c'est l'âge. C'est des patients qui sont très jeunes, on va leur suggérer de faire la chirurgie. Les patients plus âgés, la radiothérapie. Lorsqu'un patient a un diagnostic, je pense que les deux questions à poser à son neurologue, c'est quel genre d'effet secondaire je peux m'attendre, à mon âge, entre les deux traitements, puis quel profil d'effet secondaire, moi, me va mieux. Puis en termes du taux de succès, ça va dépendre du cancer. Fait que oui, on peut parler de demander la différence entre les taux de récidive, mais la plupart des études ont montré que c'est très similaire pour le taux de succès entre la chirurgie et la radiothérapie. Sauf dans certains cas, comme j'ai dit tantôt, que la chirurgie on peut rajouter la radiothérapie après la chirurgie pour donner un petit avantage des fois qui peut être plus avantageux pour les jeunes patients ou des patients qui sont en bonne santé s'ils sont capables d'avoir la chirurgie. Fait que c'est pas clair, comme j'aimerais être clair, justement parce que c'est une zone grise. Puis des fois, le patient me dit « Ah, mais là, qu'est-ce que je devrais faire? » Mais tu sais, je pense que le chirurgien ou le radio-oncologue, l'urologue, le radio-oncologue doit vous aider à trouver le type de traitement, oui, puis comment ça fit dans votre vie, puis le type de complications possibles ou les effets secondaires possibles qu'on peut avoir. Je pense que c'est surtout là-dessus qu'il faut miser quand on parle avec son médecin. Merci, Dr. Trudeau. Une autre question. À partir du moment qu'on a une récidive, il y a des nouveaux tests qui existent. Je ne me souviens pas là, nécessairement là, je pense que c'est le PSMA TEP ou je ne me souviens pas où vraiment, en fait, là, au niveau privé, là, c'est une IRM là, qui coûte 3 500 $. Au privé, c'est disponible, mais on peut vraiment voir à ce moment-là où se situe la récidive. Est-ce que c'est un test qui en vaut la peine? Est-ce que les patients devraient investir d'un point de vue privé pour savoir si c'est localisé, si ça, on peut voir si les cellules cancéreuses se sont propagées ailleurs dans le corps? Je pense que vous savez de quel test je parle. Ce n'est pas une résonance magnétique, c'est un PET scan. En fait, comment ça fonctionne? C'est un scan, puis on met un marqueur qui est lié au PSMA, que le cancer de la prostate va capter. Donc, c'est un nouveau scan, dans le fond, qui est vraiment meilleur. Un bémol là-dessus, oui, c'est excellent comme scan, mais toute notre littérature, toute la science a été bâtie sur les anciennes imageries.
Fait qu'il faut faire attention. Des fois, quand on a tout bâti nos études, toutes les études qu'on a faites, c'était avec l'ancienne imagerie. Fait que des fois, on se retrouve avec des résultats de ce scan-là, puis on ne sait pas toujours quoi faire. Mais je pense que ce scan-là va être le futur. On va en avoir dans nos centres pas mal. Nous, à Trois-Rivières, on est assez chanceux, on en a un. Mais on va avoir accès à ça, puis on va être capable de mieux l'utiliser. Puis ce n'est pas tous les patients qui devraient se faire ce scan-là. Fait qu'il faut faire attention de se dire, je vais aller au privé, j'ai l'argent, je vais me le payer. Des fois, avoir un test qu'on n'a pas besoin, c'est pire que de ne pas l'avoir parce que, ça peut nous causer du stress, puis ça peut nous faire surtraiter des fois. Fait que je pense que c'est vraiment une discussion avec votre urologue ou votre radio-oncologue. Parce qu'il y a d'autres façons de savoir si la récidive, elle est locale ou elle était métastatique. La façon dont l'APS a augmenté, est-ce que c'était très, 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 très lent? Est-ce que l'APS a monté de façon plus rapide? C'était combien de temps après la chirurgie ou la radiothérapie? Fait qu'on a d'autres facteurs où c'était quoi la maladie de base? Fait qu'il y a plein de facteurs qu'on peut utiliser, qu'on utilise depuis des années pour prédire la récidive et avoir plus d'informations. Fait que oui, le futur, le PET-PSMA, ça va être le futur. Actuellement, je mettrais des gros bémols sur l'utilisation du PET-PSMA, à moins qu'il y ait un cas particulier que votre urologue ou votre radio-oncologue vous le suggère fortement pour des raisons précises. Je ferai attention avant d'aller au privé pour avoir cet examen-là. Parce que des fois, ça va nous mélanger un petit peu dans notre traitement. Mais c'est certain que cet examen-là, avec les études qui continuent à se faire, ça explose. C'est le futur, le PET-PSMA, dans plusieurs catégories du traitement du cancer de la prostate. Merci beaucoup, Dr. Trudeau. Je sais qu'il nous reste 2 minutes. Winston, est-ce que tu me donnes encore 2 minutes? Je pense qu'il a fermé son mute. Je vais avoir besoin de 2 minutes parce que j'ai encore 2 questions. Dr. Trudeau, on va aller aux effets secondaires. Au niveau de l'incontinence, une question qui revient souvent, c'est est-ce que trop d'exercices Kegel tous les jours après une chirurgie peut fatiguer les muscles de mon plancher pelvien et retarder ma continence? Combien de fois par jour les faire? En d'autres mots, aussitôt, il y a des patients qui, aussitôt la sonde enlevée, recommencent à faire leurs exercices pelviens. Ils font ces exercices-là de façon intense, puis ils se rendent compte qu'il n'y a aucune amélioration. Puis on se pose la question à savoir si finalement on n'affaiblit pas les muscles, puis s'il n'y aurait pas une période latente là, où il faudrait qu'ils attendent. Excellente question. Fait que, premièrement, les exercices, on peut même les commencer avant la chirurgie pour renforcer le muscle plancher pelvien. Cependant, moi, j'ai des patients là, qui avaient une petite incontinence après la chirurgie qui est maintenant résolue aujourd'hui, mais qui ont été un peu traumatisés. Ils ont fait tellement d'exercices. Puis là, je les appelle pour le suivi, on se rencontre. Puis ils disent c'est pire le soir, je perds. L'incontinence est effrayante. Mais c'est comme si on fait du bodybuilding toute la journée. Le soir, nos muscles sont fatigués. Fait que c'est le même principe pour les muscles plancher pelvien. Fait que je pense que si on est très motivé et on veut avoir un bon setup d'exercice, je pense que ça vaut la peine de rencontrer une physiothérapeute pelvienne ou périnéale. Très important d'avoir des physiothérapeutes qui sont spécialisés, puis ils vont regarder un genre de régime d'entraînement pour vous. Souvent, ce qu'on dit, c'est de faire, mettons, 2 ou 3 séquences dans la journée de 10 ou 15 contractions, pas plus. Des fois, un petit peu plus dans certains cas quand on a de la résistance, mais c'est sûr que si on fait trop d'exercices, on va épuiser les muscles, puis ça va augmenter notre continence vers la fin de la journée ou des fois en soirée. Ouais. Il n'y a pas vraiment de moment qu'il faut attendre avant de faire ces exercices-là. Et il faut s'assurer aussi de bien les faire. Souvent, les gens disent « Oui, je fais mes exercices », mais le support d'une physiothérapeute pelvienne ou périnéale est primordial si on veut bien faire les exercices. Puis il y a des patients qui n'en ont pas besoin, une petite incontinence, ils font des exercices, ça part tout seul. Mais s'ils veulent s'investir plus puis avoir l'incontinence plus rapidement, ou pour les patients qui en ont une incontinence un peu plus importante, ça vaut la peine de vraiment s'assurer qu'on fait bien les exercices avec une physiothérapeute. Docteur Trudeau, c'est Winston ici. J'aurais une question. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Il y a des applications sur le web qui nous donnent des indications à savoir comment faire nos exercices Kegel.
avec la fréquence, avec l'intensité, avec des variations dans le temps et les exercices. Est-ce que c'est quelque chose que vous tolérez, que vous défendez ou que vous interdisez? Moi, j'interdis rien, mais moi, ce que je suggère, chez la femme, ça a été bien développé là, pour les exercices d'incontinence d'effort, avec même des appareils qui peuvent être mis dans le vagin pour vraiment voir comment on contracte. Il y a même des applications avec des jeux sur le cellulaire que les femmes, donc on les traite pour l'incontinence, ils peuvent faire leurs exercices. Chez l'homme, évidemment, vu l'anatomie, c'est un peu plus compliqué. Je vous dirais qu'il faut faire attention des fois. Ces sites-là, des fois, ils vont pousser très fort pour une rééducation très, très importante. Je pense qu'il faut y aller avec parcimonie. Puis comme dans n'importe quoi, quand on ne le sait pas, c'est demander à un professionnel. Puis je vais être honnête, la vraie réponse, il faudrait la demander à un physiothérapeute pelvienne ou périnéale. C'est sûr que si quelqu'un me montre le programme, j'aurais plus facilité à le dire. Mais il faut des fois faire attention à ces programmes-là parce qu'ils sont très, très intensifs. Puis on peut être des fois plus affaibli au niveau des muscles. Puis dans le doute, on regarde avec une physiothérapeute, c'est les meilleurs pour ça, puis ils vont nous dire comment faire les exercices, puis si on les fait bien. Dans mon cas, j'ai 78 ans et l'incontinence est revenue tout doucement depuis cet été. Et malgré le fait que je continue à faire des exercices Kegel, est-ce que ça se peut que mon plancher pelvien soit, et partez pas à rire, là, soit usé avec l'âge? Oui, des fois. Là, il faudrait regarder avec la situation. Des fois, ça dépend aussi de l'état de santé général. Mais oui, des fois, il peut y avoir un affaiblissement du plancher pelvien. Des fois, une consultation en physiothérapie peut être là. L'autre chose aussi, c'est qu'il faut être sûr qu'il n'y ait pas de complications au niveau de la plomberie, comme j'aime dire. Être sûr qu'il n'y a pas de sténose ou il n'y a pas de choses tant qu'il y a une nouvelle incontinence qui arrive. Donc ça vaut la peine d'en parler brièvement à votre urologue juste pour être sûr qu'il n'y a pas quelque chose à vérifier, s'assurer que le jet est encore bon, être sûr que, parce que des fois, là, il peut y avoir une sténose qui était cachée depuis un certain temps et qui se démasque. Mais oui, effectivement, des fois, il peut y avoir une petite faiblesse, puis des fois, un petit peu d'exercice plus poussé avec une physio peut aider. Mais ça vaut la peine d'en parler avec son chirurgien à ce moment-là. Je vais appeler Paul Perrotte demain matin. Je vous remercie beaucoup, Dr. Trudeau, pour... Attends, Winston, oui, j'ai une autre question. Oui, j'ai une dernière question, puis tu vas pouvoir faire ta conclusion après. Rapidement, on a parlé de l'incontinence. Merci, Winston, pour ton intervention. On va aller à la dysfonction érectile. J'ai une question pour vous, Dr. Trudeau. J'ai eu une chirurgie radicale il y a 1 an. Je n'ai aucune érection. On m'a prescrit du Cialis. Puis du Viagra, j'ai le choix. Maintenant, j'ai essayé, il n'y a rien qui fonctionne. Il faut que j'essaie combien de fois avant d'abdiquer? C'est une excellente question. Je voudrais que les premières fois, ça peut être plus stressant. Hein? Les patients vont regarder le pénis, je vais-tu avoir une érection, je vais-tu avoir une érection, je vais-tu avoir une érection. Fait que ce stress-là de performance qui se surajoute quand on prend le médicament peut être là, surtout au début des premières fois. Fait que moi, j'essaie de dire aux patients d'essayer quand même quelques fois, 4, 5, 6 fois avec une pilule puis avec l'autre. Des fois aussi, il y a des combinaisons qui existent entre le Cialis à petite dose et le Viagra au besoin. Le Cialis à petite dose à tous les jours et le Viagra au besoin, des fois, c'est pour des patients qui en ont plus besoin. Puis des fois, rarement, après 12 mois, ça fait déjà un bon bout. Des fois, on voit que si ça ne fonctionne pas là, bien, on peut leur dire de continuer. Puis après 18 mois, des fois, il peut y avoir une amélioration qui s'améliore. C'est sûr qu'une amélioration qui se développe. C'est sûr que l'amélioration est plus souvent dans la première année, mais des fois, on en voit des plus tardives. Puis si au bout de 18 mois, on a essayé la combinaison plusieurs fois à chacun, mais des fois, on peut aller vers les injections. Puis ça fait, là, juste d'un petit mot là-dessus, ça fait bien peur aux patients, mais on en a des patients qui ne voulaient rien savoir, puis maintenant qu'ils l'ont essayé, ils n'arrêteraient pas de l'utiliser. C'est à l'occasion? Vous voulez dire les injections? L'injection. L'injection, c'est vraiment une petite injection qu'on met sur le côté du pénis lors de la relation. Puis ça donne une érection. On a une dose qui va être titrée à la clinique avec l'urologue. On va avoir votre dose à vous. Et après ça, on peut avoir une relation sexuelle, comme en guillemets, sur le champ avec l'injection. Puis après ça, oui, effectivement, c'est au besoin à l'occasion. D'accord. Merci. Marie-Christine? Oui, j'ai terminé, Winston. Merci beaucoup, Dr. Trudeau. Alors, je te passe la parole.
Ben, merci. Docteur Trudeau, encore une fois, merci beaucoup. Ça a été très informatif et vos explications sont très, très claires. Merci beaucoup. Ouais, merci à tout le monde. On arrive à la fin du webinaire et votre opinion est importante pour nous, elle est même, je dirais, essentielle. Alors, on vous invite à faire un petit clic sur la page, procure.ca pour tout simplement répondre à ce questionnaire. Vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est sûr, mais si vous le faites, on l'apprécie beaucoup. Alors, merci, M. Trudeau, encore une fois. Le prochain webinaire aura lieu le 29 septembre prochain à 19 heures, lors duquel nous aborderons justement la réhabilitation pelvienne et les exercices de Kegel avec Claudia Brown, physiothérapeute et experte en santé pelvienne. Alors, soyez des nôtres. Consultez le site procure.ca pour rester à l'affût. Ici, Winston McQuaid, c'était Procure en parle. On se retrouve la semaine prochaine. Vous avez aimé les services de Procure? Alors n'hésitez pas à contribuer à procure.ca. Merci pour votre générosité.